Hey, bonjour à tous. Et oui, je me tape des petites entrées un petit peu stylées. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur car on va parler d'un sujet qui m'est très cher. Ce sera un vlog sur un voyage que j'ai effectué il y a de ça maintenant 2 ans dans un pays qui me tient particulièrement à cœur. Mais je vais pas vous dire de quel pays il s'agit parce que je suis un relou et que j'ai juste qu'une envie, c'est de vous faire deviner. Et pour ce faire, je vais vous montrer 2 photos et une courte vidéo pour essayer de vous faire comprendre de quel pays il s'agit. Hep. Avant de donner le premier indice, je vais demander à tous ceux qui ont peur des insectes de bien fermer les yeux, car ils pourraient faire une crise cardiaque. C'est bon, vous avez bien fermé les yeux? Ok, on peut y aller. D'abord, on va commencer avec la première photo qui va s'afficher juste au-dessus ici. Voilà. Je vous laisse deviner. Ouais. Si vous n'avez pas trouvé deuxième photo juste ici, je vous laisse regarder. Là, seulement les ornithologues comprendront de quoi on parle. Et nous allons partir sur le dernier indice si vous n'avez toujours pas trouvé. Et il s'agit d'une courte vidéo. Attention, accrochez-vous bien, ça va aller très vite. Je pense en avoir un peu trop fait, je pense que vous avez deviné maintenant de quoi on va parler. Il s'agit du Japon, et pour les plus attentifs d'entre vous, vous auriez pu voir directement tout autour de moi que j'ai pu ramener quelques souvenirs de ce merveilleux pays et de ce merveilleux voyage. Et sans plus tarder, je vais vous raconter nos péripéties et ce qui nous est arrivé lors de notre voyage au Japon. Et pour la première vidéo, nous allons nous attarder sur Tokyo, car ça a été la première étape de notre voyage, et je vais vous raconter tout ça. Allez, c'est parti. Notre périple commence le 1er septembre 2019 où à bord d'un avion de la compagnie Emirates, nous avons pris la direction du Japon. Nous arrivons donc à l'aéroport de Narita après un périple d'à peu près une vingtaine d'heures et là commencent directement les péripéties car nous avons eu le droit dès notre arrivée à une petite interview d'une télé locale qui passait par là. Et autant vous dire que pour le coup, on ne s'y attendait absolument pas et on a complètement bugué. Nous avions en face de nous une caméra avec un japonais qui nous posait des questions en japonais et une traductrice qui se chargeait de nous redire les questions en anglais. C'était pas glorieux, je vais pas vous le cacher, c'était pas fantastique. Heureusement pour nous, on avait une petite anti-sèche parce que j'avais imprimé avant notre voyage pour avoir vraiment toutes les infos de notre périple et j'avais mis dans ce classeur une carte du Japon avec l'intégralité de notre destination et l'intégralité de notre voyage qui est à peu près détaillée sur la carte. En réalité, on a été tellement mauvais que ça m'étonnerait que nous soyons passés à la télé. Ou sinon, ils se sont bien foutus de notre gueule. Suite à quoi, nous sommes allés récupérer dans l'aéroport même tout ce qu'on avait commandé en France, c'est-à-dire la Pocket Wi-Fi, quelque chose que je vous conseille vraiment, et le JR Pass. Également quelque chose que je vous conseille, mais on en parlera plus tard. Après avoir récupéré tout ça, nous nous sommes très vite rendu compte que nous n'avions pas pris le meilleur aéroport pour nous rendre sur Tokyo pour une raison, c'est que l'aéroport de Narita ne se trouve pas dans Tokyo. Eh oui. Nous étions à peu près à 1h30 en train pour rejoindre la ville de Tokyo et ça nous a fait un petit peu mal de savoir qu'on allait devoir dépenser 100 balles en tout pour pouvoir rejoindre Tokyo alors que c'était absolument pas prévu. Nous arrivons donc sur les coups de 22h et là je me rends compte que j'ai complètement oublié d'envoyer un message à la personne qui tient le Airbnb que nous avions commandé pour lui donner l'heure à laquelle nous allions arriver sur Tokyo. Par chance, cette personne était encore réveillée et m'a tout simplement dit qu'elle avait laissé les clés dans l'appartement sur la table et qu'on avait juste qu'à rentrer dans l'appartement qui est ouvert, bien entendu, et de récupérer les clés au calme. Voilà, ça c'est comme ça au Japon, il n'y a pas besoin de se faire chier à fermer les portes, il semblerait que personne n'ait envie de venir voir chez toi. Tu fais ça en France, tu te fais tout piquer en 2 secondes. Les gens ne cherchent même pas à comprendre, tu laisses ta porte ouverte, 2 secondes après tu n'as plus rien dans ta maison. Mais au Japon, c'est normal de laisser une porte ouverte. Donc premier choc culturel pour nous, c'était très agréable de savoir qu'au Japon nous pouvons faire confiance aux gens. Et donc c'est à partir d'ici que nous avons pu passer une très bonne nuit et commencer notre périple. Avant de vous raconter quoi que ce soit, je vais déjà vous présenter les personnes avec qui je suis parti en voyage. Donc tout d'abord, vous avez ma copine que vous pouvez voir en photo juste ici et sa pote qui est arrivée le lendemain de notre arrivée. Elle n'a pas pris le même vol que nous, qui nous a accompagnés durant ce voyage et ça a été une
très bonne idée d'y aller avec elle pour une raison, c'est qu'elle avait déjà visité le Japon et qu'elle connaissait de très bons spots qu'elle a pu nous présenter. Et vous allez pouvoir rencontrer notamment une autre personne qui s'appelle Sam, qui est une Australienne que nous avons rencontrée directement à Kyoto et avec qui nous avons fait quelques visites dans la ville de Kyoto et Osaka. Et donc nous commençons avec la première partie de notre vidéo qui est la visite de Tokyo. Alors il faut savoir que sur Tokyo, je n'ai pas énormément filmé parce que j'étais vraiment enthousiasmé par mon voyage, j'étais à fond dedans et donc j'ai pas tout filmé, j'ai fait quelques prises de vue mais franchement c'est minable par rapport au temps que j'ai passé à Tokyo. Mais vous allez avoir quand même quelques petites prises de vue qui sont plutôt sympathiques. Donc premièrement, la chose qui est la plus frappante quand nous arrivons à Tokyo, ça va être son côté américain. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez pas mal de quartiers à Tokyo qui sont composés exclusivement de grands buildings, de grandes avenues, et vous avez des transports extrêmement développés au Japon. Le métro à Tokyo, ce n'est pas ce que vous connaissez sur Paris ou dans les autres villes françaises. Oubliez les numéros, des lignes ont des noms bien spécifiques, ça vous permet de savoir exactement qu'est-ce que fait la ligne. Par exemple, vous avez la Yamanote, qui est la ligne la plus connue des touristes parce que c'est celle qui va faire le tour de Tokyo. Et justement, Yamanote, il semblerait que ça porte bien son nom parce que ça veut dire en ligne circulaire ou quelque chose comme ça, qui vous indique directement que cette ligne fait le tour des points les plus importants à Tokyo. Bien entendu, tu arrives à Tokyo, tu te retrouves face à ça, tu comprends que dalle. Tu as des noms de lignes, aucun numéro, tu n'as rien. Tout. Donc pour nous en sortir, nous avons un peu tâté le terrain, nous avons tenté certaines choses et notamment on avait l'application Google Maps sur nos téléphones pour pouvoir nous repérer facilement. Et là, va débuter les premiers conseils. Déjà, premier conseil, utilisez Google Maps au Japon. C'est que Google Maps au Japon fonctionne extrêmement bien. Vous avez les horaires de train, vous avez le quai sur lequel va arriver le train, vous avez tout d'affiché, même pour les métros, tout est affiché en temps réel. Vous pouvez organiser tout votre voyage grâce à Google Maps au Japon. Et c'est là où arrive le deuxième conseil, je vous ai parlé de la Pocket Wi-Fi et ça c'est vraiment la chose qu'on m'a conseillé avant d'aller au Japon. On a suivi le conseil et c'est le meilleur conseil qu'on ait pu nous donner. Alors la Pocket Wi-Fi c'est quoi? En gros tu vas connecter ton téléphone à la Pocket Wi-Fi et tu vas avoir internet partout au Japon. Tu ne te prends pas la tête, tu peux connecter jusqu'à 8 appareils simultanément. Et il n'y a pas de souci. Tu as internet partout, tu peux en abuser, tu peux en faire ce que tu veux, il n'y a aucun problème et cela pendant toute la durée de ton voyage. Le point fort avec Pocket Wi-Fi, c'est que tu ne payes que pour les jours d'utilisation. Si tu commandes ta Pocket Wi-Fi directement à partir de la France, c'est pour un nombre de jours bien précis. Ça veut dire que si tu passes que 14 jours au Japon, tu peux mettre comme quoi tu vas l'utiliser que 14 jours et à la fin de cette période de location, tu n'as plus qu'à la foutre dans une enveloppe et l'envoyer par la poste japonaise. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment le best outil à utiliser quand tu es au Japon, ça te sauvera de bien des situations. Parce que moi, pour être sûr de ne jamais me perdre, je m'étais fait tout l'itinéraire des Airbnb et tout directement sur papier, mais ça, on n'en a rien à foutre, ça ne m'a même pas servi. Troisième conseil, parce qu'on arrive déjà sur le troisième conseil et que là après je vous laisse tranquille, je vous laisserai juste découvrir les images du Japon, ça va être l'utilisation de la Suica. La Suica, c'est quoi? Suica, c'est une petite carte que tu vas utiliser pour tous les transports au Japon. Ça veut dire que c'est valable pour Kyoto, c'est valable pour Tokyo, c'est valable pour Osaka. En gros, toutes les villes du Japon utilisent le même système qui est la Suica. Donc franchement, n'hésitez pas à l'utiliser. Et donc après ces bons conseils, nous allons passer à la suite de notre vidéo qui sont les tentations à Tokyo. Car elles sont très nombreuses ces tentations à Tokyo. Et notamment une qui nous a coûté pas mal d'argent, qui est les UFO Catchers. En effet, comme tout bon gaijin qui se respecte, nous avons atterri à Akihabara et notre plus grosse erreur a été de nous rendre dans le premier game center que nous avons vu en sortant du métro et c'était le Sega Store. Et je vous déconseille le Sega Store, mais je ne vais pas vous dire pourquoi, je vais plutôt vous le montrer. Parce que ça parle beaucoup mieux que des mots, donc en gros pour 200 €, nous en sommes sortis avec une peluche et un porte-clés. Je ne vous dis pas de ne pas y aller, mais franchement, essayez d'économiser un max d'argent quand vous êtes là-bas. Ne vous laissez pas avoir par la tentation de vouloir tout gagner. Mais par chance, nous avons pu nous refaire en allant dans d'autres game centers comme par exemple Taito Games ou encore mon préféré Adoresque chez qui j'ai fait vraiment une véritable razzia. Chaque fois que j'y rentrais, c'est simple, je sortais forcément avec 4 ou 5 figurines et vraiment pour un prix assez dérisoire. Il y a même pas mal de figurines que j'ai réussi à avoir pour 2-3 € maximum et franchement au bout d'un moment je me sentais regardé un peu bizarrement, hein. Et voilà, je vais vous faire une petite prise de vue avec tout ce qui a été gagné de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte un peu de l'ampleur de la chose.
C'est parti. Voilà pour la petite présentation, à savoir que certaines figurines n'ont pas pu être montrées ici car elles ont été offertes en cadeau. Mais c'est pas grave, on va passer à la suite. En restant dans le thème du jeu, au Japon vous allez aussi trouver des gachapon qui sont des petites machines qui vont vous donner des bouboules. Attention, rien de pervers pour l'instant. À l'intérieur, vous allez avoir des petites figurines, des petits porte-clés, des choses comme ça qui sont très intéressants, notamment pour les crevards qui veulent faire des cadeaux pas très chers à leur retour du Japon. Je vais pas vous mentir, on a fait quelques gachapon en cadeau. En gros, la plupart des machines vont vous coûter entre 200 et 300 yens. Et je vous conseille de faire attention, car ça peut monter très vite. Car notamment à Tokyo, vous pouvez trouver des salles entières de gachapon et souvent on dépense pas mal d'argent sans forcément s'en rendre compte. On a même réussi à trouver dans le petit village de Nikko, dans des rues perdues, des gachapon qui étaient posés dans le coin, etc. Il y en a vraiment partout au Japon. Le gachapon fait partie de la culture japonaise et c'est une attraction qui chope bien les touristes. Et franchement, ils doivent se faire de la thune avec ça vu le nombre de personnes qui font les collections gachapon. Pour les gros collectionneurs, vous avez même trouvé des trucs un petit peu chelous comme par exemple cela. Ouais, voilà, c'est un mouton à grand menton. Ouais. Et encore, c'est pas l'exemple le plus chelou que je vous ai trouvé. J'ai ma pote qui a réussi à trouver une machine qui délivrait des jouets sur le thème du caca. Dites-vous qu'elle s'amusait avec une catapulte caca. Voilà. Après ces merveilleuses informations, nous allons plonger dans un tout autre univers de la culture japonaise avec la découverte d'un temple bien connu à Tokyo, j'ai nommé le Sensoji. Et là, je vais pouvoir vous bombarder de vidéos pour une raison, c'est que c'est à ce moment-là où j'ai compris à quoi servait une copro. Première visite un peu culturelle que nous avons fait au Japon et comme vous pouvez le voir, c'est un temple vraiment magnifique et qui est un petit peu l'attrape touriste de Tokyo. Pour une raison, c'est que c'est vraiment le temple le plus connu et c'est l'endroit où tous les touristes se rendent pour commencer à découvrir la culture japonaise. C'est simple, hein, vous regardez les vidéos de pas mal de gros youtubeurs, vraiment ce qu'ils ont fait c'est le Sensoji en premier. Tokyo a été pour nous également la ville des parfaits timings et je vais pouvoir vous donner 3 exemples pour vous justifier ça. Après le Sensoji, nous sommes allés tout droit vers la Tokyo Skytree et nous avons eu le droit à un magnifique concert de jazz. On avait l'impression d'être dans une soirée huppée, on avait presque l'impression de s'être incrusté dans un truc qu'on n'était pas du tout invité. En plus, il y avait que des Japonais pratiquement. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce qu'en fait on est arrivé sur la période qui était juste avant la Coupe du Monde de rugby qui se tenait justement au Japon. Et donc les gens, ils avaient prévu leur voyage un peu plus tard, quoi. Et donc c'était ça, on a eu vraiment le parfait timing par rapport à ça, c'est qu'on est arrivé pile au bon moment. On a pu visiter Tokyo tranquillement, sans se prendre la tête avec les étrangers et tout. Vraiment, c'était génial. Et ainsi, on a pu visiter la Tokyo Skytree principalement en compagnie de Japonais. De plus, nous y sommes arrivés juste avant le coucher du soleil, ce qui nous a permis de contempler la ville au crépuscule. Donc là, vous voyez des images justement de Tokyo au crépuscule et vous voyez le mont Fuji qui est immense juste à côté de Tokyo. Non, en vrai, c'est des mythos, hein. Quand dans les films, ils vous montrent le mont Fuji collé à Tokyo, en réalité, il est très loin, très 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 loin. Comme vous pouvez voir, il est ici. Voilà. Ça, c'est le mont Fuji. Avec les transports, pour vous donner une idée, avec le Shinkansen, on y arrive à peu près en 1 heure, 1 heure et demie. Je me suis dit une chose, je me suis dit, je vais monter dans la côte Tokyo Skytree, je vais avoir le droit à une vue imprenable sur le mont Fuji. Mais non, pas du tout. En tout cas, ce fut une très grosse déception pour moi, mais qui fut rattrapée après le coucher du soleil par le concert de jazz auquel on ne s'attendait absolument pas, mais aussi par le spectacle de lumière qui est organisé sans doute tous les soirs dans la tour. Franchement, ça nous a permis d'oublier le côté un peu vue qui n'est pas si imprenable que ça sur le mont Fuji, et de passer à autre chose et de kiffer notre soirée. Voilà, c'était vraiment quelque chose à faire. Et pour les plus courageux, dans la Tokyo Skytree, vous avez aussi un endroit où le sol est en verre, de façon à pouvoir vous donner quelques frissons. Si vous aimez vous faire souffrir, si vous aimez le vide, vous avez trouvé le bon endroit pour le faire. Il y a aussi une autre chose pour laquelle on a eu un parfait timing au Japon, c'est que vers le 5e jour, si je dis pas de bêtises, on a eu le droit à un typhon qui est passé sur Tokyo. Alors là, vraiment, le typhon, tu le vois arriver. Les boutiques ferment plus tôt, les Japonais rentrent chez eux, tu as le vent qui commence à souffler fort, tu as tous les indices pour te dire justement que tu vas prendre cher.
Et résultat, ce jour-là, nous étions rentrés assez tôt au Airbnb. Le timing parfait qu'on a eu, c'est que par chance, le typhon est passé en pleine nuit sur Tokyo. Donc en gros, on est allé se coucher, il y avait juste le vent qui soufflait dehors et tout, de la pluie, etc. Et le lendemain, on s'est levé avec grand soleil, il faisait beau, on pouvait sortir. Le seul truc un peu chiant avec ce typhon, c'est que justement, vous aviez quelques façades qui avaient été endommagées. Autre truc chiant, c'est que le métro a été complètement arrêté. Et résultat, ça a fait un embouteillage de monde, je vous raconte même pas. On a vraiment eu le droit à ce qu'on voit dans les vidéos, là, les Japonais qui s'entassent pour rentrer dans le métro. Je vous jure, on était sur le quai, les gens se poussaient pour se compacter dans le métro, c'était une dinguerie. Mais les transports sont partis assez vite. En gros, les métros ouvrent vers 5-6 heures au Japon et clairement, à 10 heures, tout était reparti. Il n'y avait que la petite ligne qui emmenait jusqu'à l'aéroport qui était bloquée. Quand tu te dis qu'en France, le moindre gramme de neige te coupe les lignes pendant 3 jours, heureusement qu'on était au Japon. C'est parti tellement vite que franchement, ça nous a même pas bloqué dans nos visites. Et le dernier parfait timing qu'on a eu, et là, je remercie à fond ma copine pour ça, qui a insisté pour qu'on y aille. On a eu le droit au dernier feu d'artifice de la saison des feux d'artifice au Japon. Et franchement, croyez-moi, c'est une expérience à vivre. Si vous êtes à Tokyo pendant la saison des feux d'artifice, n'hésitez pas à en faire un. Au moins un, franchement, c'est génial à faire. Les feux d'artifice au Japon ne se passent pas comme on peut les connaître en France, en Europe ou autre chose. Vous allez être mêlé à la foule, là où on était par exemple au milieu de la banlieue de Tokyo. Et vous allez suivre un parcours qui est organisé justement pour que tout le monde puisse profiter du spectacle. Effectivement, c'est le gros point fort au Japon, c'est que le feu d'artifice, tu ne restes pas assis dans un coin que tu as trouvé, c'est que tu marches et que tu vois le feu d'artifice sous plusieurs angles. Autre chose qui est fantastique, c'est que le feu d'artifice dure longtemps. Franchement, il a dû durer pour nous à peu près 2 heures. 2 heures de feu d'artifice non-stop. Même si à des moments, c'était un peu moins intense. En vrai, vous aviez pas mal de bouquets. C'était vraiment impressionnant et c'était fantastique à vivre. Surtout que dans ces événements-là, il n'y a pas que le feu d'artifice à kiffer. Ce qui a kiffé aussi dans ce moment, c'est l'ambiance que vous avez. Vous avez des gens qui vont venir en tenue traditionnelle, des groupes de potes qui vont vraiment venir pour kiffer, pour s'amuser et tout. On s'est retrouvé avec des groupes de Japonais juste à côté de nous qui étaient en train de crier dès que vous aviez des grosses bombes qui explosaient, etc. C'était fantastique. Durant le parcours, vous allez même parfois passer tellement proche du feu d'artifice que vous allez vous recevoir des éclats d'obus sur la tronche. Et oui, ça nous est arrivé. Et c'est aussi ce jour-là que je suis passé pour un Genjin par excellence, parce qu'en gros, pour avoir la meilleure prise de vue, vu que au Japon, vous avez les câbles électriques qui sont mis en hauteur pour des raisons sismiques, bien entendu. Je me suis reculé au maximum et j'avais pas vu, mais je suis rentré sur la propriété d'un Japonais. Autant vous dire que j'ai senti les regards sur moi et là, j'ai vite changé d'endroit. Ça a bien fait rire les Japonais en tout cas, mais pour moi, c'était vraiment beaucoup plus malaisant. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des images où vous avez les câbles électriques juste au niveau du feu d'artifice. C'est parce que je n'ai pas pu me reculer suffisamment. Et donc c'est là que je vais conclure sur ma vidéo de Tokyo. On a déjà exploré pas mal de pistes, on a déjà vu pas mal de choses. J'aurais pu en réalité vous en parler pendant des heures et des heures et des heures. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais j'ai essayé d'écourter au maximum et de condenser. Tokyo est pour moi la meilleure ville pour se mettre dans l'ambiance japonaise. Vous allez vraiment avoir tout ce que vous voulez pour pouvoir vous plonger dans la culture japonaise, mais en douceur. Parce que vous allez voir, quand on va passer sur Kyoto, ça va être un tout autre registre. Kyoto, c'est vraiment une ville qui va être beaucoup plus axée sur la culture. Mais ça, je vous en parlerai plus tôt dans une autre vidéo. Comme toute bonne chose ont une fin, je vais vous laisser pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure. Allez, ciao!